Bon midi à tous. Bonjour. J'espère que ça va bien. Bienvenue à ce 64e lunch immobilier du club. Yes, sir, JP. Salut, JP. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Bien. 64e quand même, hein? On les a comptés. Ça fait un sacré bout, plus qu'un par semaine depuis le début de la pandémie. Je suis content. Pour ça, je peux dire. Bonjour. J'espère que ça va bien. Attends un peu, JP, ça fait long. 64e. Une seconde, j'ai mon Facebook qui. 64e live et 64e live et autant de bloopers. Et voilà. Je n'avais pas coupé le son de mon Facebook. C'est fait. Donc, désolé, oui, 64e lunch immobilier, dont la plupart étaient sous forme de questions et réponses comme aujourd'hui, mais on a eu des entrevues. En début de COVID, il y avait des entrevues. On a eu un panel d'investisseurs immobiliers il y a quelques semaines. Donc, aujourd'hui, questions et réponses et on a un invité de Marc qui a un nom prédestiné pour avoir une compagnie d'environnement, Nicolas Forêt. Salut, Nicolas. Bonjour, ça va bien? De mieux en mieux, toi? Très bien, merci. Yes, tu nous entends bien? Oui, ça va. Merci Excellent. de nous recevoir aujourd'hui. Good, merci d'être là. Merci les gens d'être là en si grand nombre. Déjà 100 personnes présentes. On vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner les tirages qu'on va faire en fin de live. Donc, Nicolas Forest, qui peut se présenter un peu aux gens, voir c'est qui? Oui, alors, premièrement, Multitest, moi je suis le président de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Multitest, on offre les services des principaux tests pour l'immobilier. Donc, on parle de quoi? Test de sol, pyrite, environnement, géotechnique, ocre ferreuse et également les tests d'air et de matériaux. On parle de amiante dans l'air, mais dans les matériaux également. On parle de moisissure, on parle de mioc également. Donc, démolition de bâtiments, rénovation, l'amiante, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler maintenant. Moi, mon background, j'ai été avocat autrefois. Donc, j'ai été avocat pendant 10 ans dans des gros cabinets en droit immobilier commercial. Donc, je ne suis plus avocat aujourd'hui, mais ça m'a bien préparé à la réalité de vos membres, c'est-à-dire que j'étais souvent impliqué dans des transactions où les délais de vérification diligente étaient serrés, où il y avait beaucoup d'expertise dans l'environnement, des financements complexes. Donc, on est habitué de vivre avec les délais. Vraiment, les clients veulent ça rush. Donc, on s'est fait une réputation d'offrir des services dans les plus rapides dans notre domaine. Donc, voilà ce qui est fantastique avec moi. Là. Il n'y a pas juste Nicolas Forêt, là, c'est vraiment des chargés de projet, des adjoints qui sont très connaissants. Donc, tu sais, quand vous avez une question, appelez-nous. On a 7 lignes au bureau. Des fois, c'est juste, hey, je prévois acheter un bâtiment, quel test tu prévoirais, des choses comme ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est le genre de choses qu'on aime faire. Si on aime ça raccrocher et dire un autre client satisfait, mais pas parce qu'on a vendu un test nécessairement, parce qu'on lui a donné de la bonne information pour que la personne puisse prendre des bonnes décisions. Good. Nicolas, je sais qu'on t'a fait changer de micro à la dernière minute, mais je pense que finalement, on était mieux avec l'autre micro. Ça grippe pas mal. Fait que vas-y, je te laisse. On va s'enfiler comme ça, on va te faire changer de micro. Ouais. Je vais en profiter pour rappeler aux gens que vous pouvez partager le live et courir la chance de gagner soit un rabais de 250 $ sur le coaching qu'on fait tirer. Coaching qui a débuté le 30 avril dernier, le 9 avril dernier, mais qu'on peut joindre le 30 avril prochain. Également, on fait tirer une formation qui a lieu mercredi, donc le 14 avril, avec Richard Damour, maître Richard Damour, avocat fiscaliste, qui va donner un cours sur le partenariat. Et Richard a une grosse semaine pour lui. On va revenir le lendemain pour une autre formation, c'est les reprises bancaires, donc jeudi le 15 avril. Donc, 3 prix qu'on fait tirer en fin de live pour ceux qui ont partagé. Donc, merci pour ceux qui l'ont fait. Juste indiquer dans le chat comme quoi c'est fait, pour qu'on puisse être capable de prendre votre nom en note. Et on salue des gens de quelques régions là, du Québec. On a des gens de Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, de Québec, un peu partout dans la province. Merci d'être là. Est-ce que, Nicolas, ton micro est revenu? Oh, on t'a perdu, Nicolas. Je vais enchaîner de toute façon avec... Vas-y, on va enchaîner avec une question. Teste ton micro en attendant, Nicolas. Quand on va t'entendre, on va te le dire. Excellent. Donc, on a une première question. Attendez que je retrouve mon chose. De Sylvain
Calombo. Donc, Sylvain Calombo qui a posé la question sur la page « Pose ta question » sur clubimmobilier.ca. Donc, on peut aller durant la semaine poser des questions et on va en choisir quelques-unes là-dedans pour y répondre durant la question et réponse. Donc, Sylvain cherche une liste de courtiers d'assurance pour du multilogement. En fait, Sylvain, si tu vas sur la page du club dans membres corporatifs, tu vas avoir la liste de tous nos membres corporatifs et on a 2 références pour toi là, en matière d'assurance. On parle du groupe BCM avec Régis Cloutier et sa fille Alessandre Cloutier. Et on a également José Saunier, courtierendirect.com, si la mémoire est fidèle. Donc, en allant sur le site, tu vas avoir tous les détails. Ensuite, on a Hélène Larose, une fidèle des questions et réponses. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, Hélène. Si tu es là, on te salue. Hélène qui demande, qui pose la question, le coût de reconstruction à neuf d'un condo à Montréal a-t-il quelque chose à voir avec sa valeur marchande? Aucunement. Le coût de reconstruction, c'est pour fin d'assurance essentiellement, règle générale, et la valeur marchande, c'est vraiment combien se sont vendus les immeubles dans le secteur donné. Donc, des immeubles similaires depuis quelques mois. Donc, la valeur marchande, c'est vraiment basé sur les comparables vendus. Et le coût de reconstruction, c'est vraiment que ça coûte pour reconstruire le condo en tant que tel. JP, je sais que tu aimes bien les assurances. As-tu un petit quelque chose à ajouter avant que Nicolas soit de retour? Non, c'est bon. Je pense que c'est couvert. Nicolas, es-tu de retour? Un petit test de son? Oh non, ben écoute, on va se contenter des écouteurs. Vas-y, remets tes écouteurs, Nicolas. Oh, toi, on te fait faire plein de tests en même temps. Multitest. C'est un gars qui est habitué. On prend le blâme, Nicolas, en plus, parce qu'on t'a fait changer le micro à la dernière minute. Je pense que c'est ça. Toujours le mute. Écoute, gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à des questions. Fais des tests. Fais juste parler, Nicolas, puis le jour où on t'entend, je vais juste te dire là, t'es muté, unmuté. Fais juste parler, nous, on va répondre à des questions. Fais des tests, change tes micros, puis dès qu'on va t'entendre, on va t'embarquer sur les questions. OK? Fait que il y avait d'autres questions dans les questions-réponses qui nous avaient posé la question. Oui, il y avait... attendez, ici, encore Hélène, serait-il possible d'ajouter parmi les partenaires corporatifs du club quelques évaluateurs agréés compétents à Montréal? Encore une fois, si tu vas sur la page du club, Hélène, tu vas voir Caprea, qui est quand même une grosse firme, là, Caprea qui est représentée, entre autres, par Nicolas Saint-Cyr, un des coachs dans le coaching avancé du club. Donc, Nicolas a une bonne équipe là, pour t'aider dans ton besoin. Et une dernière, avant d'enchaîner avec des questions actuelles, des questions du live en tant que tel. Bonjour, est-ce que les tests environnementaux sont conseillés pour des duplex, triplex ou quadruplex? Donc, on espère que Nicolas est de retour. Il est en train, je le vois dans la caméra, il est en train de tester avec son masque. Ça va falloir. On a fait un test en plus à 11 heures. Ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien, mais c'est disons, je vais prendre la faute sur la régie. Je vais prendre la faute sur la régie parce que c'est nous qui avions demandé de changer de micro. Fait que c'est notre faute. Je pourrais répondre, puis il pourra bonifier Nicolas. Vas-y. Duplex, triplex, quadruplex, habituellement, c'est pas exigé par les créanciers, mais imagine que tu dis, moi, je veux sauver 1500 $ de test, je le ferai pas faire, je prends le risque. Dans 7, 8, 10 ans, tu arrives pour vendre ton immeuble et les tests environnementaux sont exigés par les créanciers. On fait faire un test, on découvre que c'est contaminé, tu as de la misère à vendre ton immeuble. Donc, tu vas acheter combien ton triplex ou quadruplex, Ghislain? Si tu payes 500 000, peut-être ça va à peine de le payer 500, 1 500. Hein? Rajouter 1 500 pour être plus sûr de ton affaire. Et c'est pas exigé, mais ça pourrait l'être aussi. C'est en face une station-service ou à côté, il y a quelque chose qui pourrait être une source de contaminant quand même probable. Donc, ça se peut que même pour un duplex, il te l'exige parce qu'il y a quoi aux alentours qui fait en sorte que ça serait propice à le faire. JP? Oui, j'étais dans les... oui, effectivement, c'est un bon point. C'est tout le temps un peu délicat. Je ne sais pas si Nicolas est rendu avec un autre. Moi, je le vois en régie, là. Il est en train de travailler fort avec d'autres écouteurs. C'est bon.
Oui, effectivement, si pourrait avoir un danger, en fait, ce qui pourrait être problématique justement dans une contamination comme ça, c'est si vous contaminez votre voisin. Parce que les banques peuvent ne pas exiger, en fait, ils ne l'exigeront pas, à moins qu'il y ait un risque, mais c'est tout le temps une question c'est une question de risque à savoir, bon, il y a déjà une tank à l'huile, on peut-tu contaminer le voisin parce que vous pourriez être responsable, évidemment, pour une contamination connexe. Donc, toujours faire attention à ça. Sinon, il y a Mohamed qui posait une question sur les certificats de localisation, rapport environnemental. Donc, certificat de localisation 2011, rapport environnemental 2005. Est-ce que ça passe au niveau de la banque? La réponse est non dans les deux cas. En fait, pas vrai. Certificat de localisation, c'est tout juste. OK, certificat de localisation, première chose à vérifier dans un certificat de localisation, c'est que la condition du bâtiment n'a pas changé. Donc, évidemment, quand on regarde un certificat de localisation, il faut qu'il n'y ait rien qui ait changé. Donc, s'il y a une extension qui a été construite, une grange ajoutée, peu importe qu'est-ce qui s'est passé physiquement sur la propriété, que ça l'a changé, ben là, c'est sûr que ça ne passe pas. Si le certificat de localisation représente la condition actuelle du bâtiment, maintenant, les notaires n'acceptent plus quand ça dépasse 10 ans, le certificat de localisation. Donc, ils vont demander à ce que ça soit refait. Donc, 2011, tout juste sur la ligne. Donc, ça devrait passer au niveau de ton certificat de localisation s'il n'y a rien qui a changé. Ensuite, rapport environnemental 2005, c'est sûr que non. Donc, généralement, c'est 2 ans maximum. Donc, tu peux recontacter là, ton agence et ton agence de tests environnementaux. Donc, évidemment, là, Nicolas pourrait ajouter de l'information dessus, mais ils vont faire une mise à jour de ta phase 1. Donc, ils vont réexaminer, voilà, si je le prononce doucement, réexaminer les risques reliés à ta propriété et te faire un rapport à jour. Donc, ça, 2005 c'est sûr que ça passe pas, c'est 2 ans. 10 ans certificat de localisation, 2 ans rapport environnemental. Good, merci. On dirait que Nicolas n'est pas de retour encore. C'est notre système qui me mute. Regarde, Nicolas, ce qu'on peut faire, c'est quitte le. Désolé, là, on débogue en live, mais Nicolas fait juste quitter, revient au pire. Donc, quitte la séance et revient. Donc, on pourrait essayer ça. Good. Yvan, y avait-tu d'autres questions en attendant pendant que j'écris à Nicolas aussi? Ben, il y a Claudia Bergeron qu'on salue de Saint-Étienne-des-Grès. Salut Claudia, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. On va peut-être laisser répondre tantôt Nicolas, mais tu demandais c'est où dans le fond l'information qui est centralisée par rapport au site contaminé. Il y a une carte interactive. De mémoire, si tu vas sur les affaires, puis tu marques carte interactive, tu vas tomber sur le lien qui va t'amener au site qui va répertorier les sites contaminés. Au Québec. Nicolas a peut-être un nouveau site ou une information que nous, on ne connaît pas. Là, fait que, on devrait avoir la réponse bientôt. On va essayer, Nicolas. Est-ce que tu peux faire un petit test de son avec ton masque? Oui, on t'entend. Allô? Hello, on t'entend avec ton micro. Donc, si tu enlèves ton masque, ça devrait fonctionner. Vous m'entendez là? OK, parfait. Allô? Directement de l'hélicoptère Bell, TVA. On est rendu avec la case d'armée, là, c'est sérieux. Bon, good. Hey, Nicolas, on va commencer ça raide. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 20 minutes de fait, mais il y a Claudia Bergeron qui demandait s'il n'y avait pas un site, un endroit où c'est répertorié, dans le fond, les sols contaminés, une carte interactive. Il y a des cartes, il y a différents répertoires qui existent. Il y a des répertoires qui sont tant au provincial qu'au fédéral et les villes ont également des listes de terrains contaminés. Donc, il n'y a pas une carte qui existe comme telle pour vérifier tout. Donc, les répertoires de terrains contaminés, il y a plusieurs cartes. En fait, vous connaissez probablement le service de ImoProof qui, bien que ce soit pas une phase 1, c'est loin de l'être, offre un service de superposition de cartes. Donc, eux autres, ils ont superposé plusieurs cartes au niveau des terrains contaminés et des risques. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utile à les consulter, mais il n'y a pas une seule carte qui règle ça. Donc, ImoProof. ImoProof, ouais. Peut-être, Sandra, si tu peux mettre le lien, ça serait apprécié. Donc, ImoProof, juste pour vous donner une idée, la différence entre ImoProof et une phase 1,
ImmoPro, c'est une superposition de cartes. Donc, la carte des anciens dépôts et carrières de l'île de Montréal, les pipelines, les terrains contaminés. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet en un clic d'avoir de l'information sur y a-t-il des risques au niveau des cartes disponibles. Mais c'est loin d'être une phase 1. Pourquoi? Ben, une phase 1, on fait une visite de site. On va vérifier des photos aériennes qui remontent jusqu'à des années 50, parfois même plus vieux que ça, pour vérifier s'il y avait des bâtiments construits ailleurs sur le site autrefois qui peuvent être des sources de problèmes de contamination de sol. On va également faire un questionnaire pour le propriétaire pour savoir s'il y a déjà eu du remblaiage. Donc, la phase 1, c'est beaucoup plus large. D'ailleurs, c'est pas le même prix non plus. Mais ImmoPro peut être un bon point de départ pour voir pour les terrains contaminés aux environs. Excellent. On va te garder actif, Nicolas, avec une question qu'on a répondu tantôt, mais on aimerait ça t'entendre en complément d'information. Il y a Justin Lauzon qui demandait est-ce que les tests environnementaux, duplex, triplex ou. Nicolas, vas-y, on a perdu Yvan. Mon Dieu, quelle question-réponse chaotique. Ça l'a coupé, mais c'était quoi la question? On parlait des plex. Oui, bien sûr, je vais te la dire. Donc, duplex, triplex, est-ce que ça vaut la peine de le faire? En fait, on parle, j'imagine, d'une phase 1. Donc, absolument, phase 1 et j'imagine phase 2. Donc, s'il y a détection de risque, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'un duplex, triplex, évidemment, la banque ne nous l'exigera pas au niveau du test environnemental. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire des forages dans un duplex, triplex si jamais il y a un risque? En fait, même pour la phase 1, ça dépend toujours de la valeur. Hein. Les banques, d'habitude, du 7 logements résidentiels et plus, c'est quasiment automatique. Dès qu'il y a un financement, il va y avoir une phase 1 qui va être demandée. Pour ce qui est des immeubles plus petits, des triplex, des quadruplex, c'est sûr que la valeur va avoir un impact. Si j'ai un triplex qui est devant le parc La Fontaine, ça vaut 2 millions, 1,5, je ne sais pas combien ça vaut, mais ça vaut cher. Ça se peut qu'une phase 1 soit demandée, même si c'est pas un 7 logements. Ceci étant dit, ça fait quand même 22 ans qu'on fait des tests pour l'immobilier et ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus sévère. Donc, c'est sûr que si vous voulez investir et savoir dans quoi vous embarquer, je ne dis pas nécessairement de faire toujours des phases 1, mais de faire une phase 1, d'après moi, d'ici 5 à 10 ans, des phases 1, ça va être demandé probablement sur des triplex et des duplex. Donc, si vous achetez maintenant, vous faites faire une phase 1, vous allez savoir à quoi vous en tenir. Et surtout, si c'est fait pendant la période de vérification diligente, mais là, vous êtes à une étape où vous pouvez négocier avec le vendeur quand il y a des risques, à savoir qui paye quoi pour vérifier l'étendue du dommage. S'il y a eu de la contamination, c'est toujours la question qui tue, c'est combien ça va coûter décontaminer tout ça. Des fois, c'est pas trop cher, mais des fois, ça peut être très cher. Donc, étant au due diligence, ça nous permet de vraiment calculer notre risque à ce moment-là. Mais c'est pas obligatoire pour l'instant. Donc, c'est vraiment plus quelque chose que vous faites pour l'avenir. Donc, si vous investissez sur le long terme, dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'une phase 1 soit demandée un jour pour des duplex, triplex. Ce n'est pas présentement, donc pas une obligation. Pour ce qui est de l'autre partie, donc dans une phase 1, quand on recommande des tests, c'est là qu'on s'en va en phase 2. Donc, si on n'a pas de phase 1, on peut faire ça directement. Ça s'appelle une caractérisation environnementale. L'exemple typique en résidentiel, c'est des réservoirs d'huile à chauffage, qu'ils soient souterrains ou hors sol. Ben oui, il est recommandé d'aller vérifier s'il y a un réservoir, il y a une tache au sol, la dalle est abîmée, on se dit ça a peut-être coulé. Mais oui, ça vaut la peine parce que bien que ça va coûter une caractérisation pour un réservoir d'huile, typiquement autour de 2500, 3000 $, ça vaut la peine parce que si c'est contaminé, puis ça vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars, parfois ça peut être plus, mais là on est à l'étape où on peut sortir de la transaction ou du moins négocier avec un vendeur pour dire il y a un problème avec ton immeuble. Nicolas, j'ai une question pour toi et bienvenue Yvan. Bon, hein? Ça aurait pu être le live numéro 13, je pense que ça aurait été un bon numéro. Mais bon, tout est revenu dans l'ordre, Nicolas, on t'entend bien. Moi, je soupçonne le système parce que il y a Nicolas qui était muté, puis il y a moi qui ai été coupé comme ma caméra. Fait qu'on a eu un petit problème avec Live aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? IT, Intermittent Technology. Donc voilà, c'est dit. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Nicolas, j'ai une question pour toi parce que, mettons, moi, je vendrais un duplex. Là, on pousse un peu plus loin. Moi, si je vends un duplex, jamais je laisserais faire une phase 1 ou une caractérisation de sol de mon bâtiment parce que si je fais une phase 1,
je me retrouve à avoir le fardeau de déclarer par la suite une contamination que je n'aurais pas envie. Est-ce que tu as déjà vu ce conflit-là au niveau des vendeurs qui ne voulaient pas faire de caractérisation de sol dans les petites unités? Oui, on le voit en environnement, on le voit aussi, exemple, en amiante, où les gens ne veulent pas être mis au courant d'un problème, que s'ils sont au courant, après, ils ont comme obligation de le divulguer. Donc, je peux comprendre. Dans ce temps-là, c'est sûr que moi, quand je représente l'acheteur, ben, je dis, c'est à vous de décider si vous voulez faire ça, parce que le seul moment où vous allez pouvoir le faire, c'est par la suite. Mais tu sais, surtout en environnement, en amiante, ça se calcule relativement bien. C'est quoi le risque? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu le droit de faire ses tests d'amiante, je peux lui dire d'avance, tout dépendant de l'immeuble, c'est quoi son worst case scénario à peu près. Je fais pas de travaux de désamiantage, mais je peux lui dire que, mettons, tu as un triplex de 3 étages, si tu strippes tout, ça va te coûter à peu près 45 000 tout arracher tes murs et plafonds s'il y a de l'amiante dedans. Mais si c'est de l'environnement, c'est très dur de dire dans quoi on s'embarque. Fait que, tu sais, moi, essaye de convaincre le vendeur parce que le problème, c'est que toi, c'est un risque environnemental, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, et oui, on a vu, tu sais, c'est pas pour brandir un épouvantail pour faire peur aux gens, mais tu sais, sur des bâtiments résidentiels, c'est arrivé que la contamination est si grande qu'on dit au client, t'es aussi bien de louer ton building parce que ton refinancement ne fonctionnera pas avec des données comme ça, puis tu pourras pas vendre à un prix intéressant parce que tu en as quasiment pour le prix de ton immeuble à décontaminer. Donc, oui, ça peut atteindre des centaines de milliers de dollars. C'est pas fréquent. Donc, dites-vous là qu'une réhabilitation de sol, c'est rarement en bas de 10 000 $. Mais après ça, c'est très difficile de calculer. De là, l'intérêt de prendre des sondages parce que d'aller chercher des forages, une fois qu'on sait qu'il y a de la contamination sur un site, quand on retourne pour établir l'étendue, c'est pour la délimiter. Donc, c'est ça l'important, c'est délimiter les volumes de sol qui sont contaminés. Puis j'en profite, Yvan, excuse-moi, j'hijack, mais j'ai des bonnes questions. En passant de niveau personnel, là, le plus bas, j'ai fait 3 décontaminations. Je pense que c'était comme 6 000 ma plus petite et 450 000 ma plus grosse. Donc, c'est ça le range de décontamination qu'on peut faire. Mais j'en profite parce que là, on n'a pas. N'hésitez pas à poser des questions au niveau du public. Là. Je sais que ça a été un petit peu plus lent, mais j'en profite, Nicolas, pour te poser la décontamination in situ. Dans quel cas, dans quel scénario on peut faire ça? Donc, et quelle contamination on peut faire sans avoir nécessairement à excaver la terre? De l'in situ, en fait, premièrement, dans les transactions immobilières, on voit pas ça souvent. Pourquoi? Ça prend quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est pas juste le type de contamination, c'est également le type de sol. Donc, pour ceux qui ne savent pas de la décontamination in situ, c'est décontaminer sur site sans avoir à excaver les sols. Donc, exemple, la contamination avec de l'huile à chauffage, ça se fait, mais il faut faire des tests au préalable. Donc, dans ce temps-là, on va aller faire des puits d'injection. Donc, on va aller forer des trous dans le sol, on va injecter, on va tester en injectant des produits s'il y a un résultat intéressant. Donc, il faut injecter des produits, donc notamment du peroxyde qui peut être utilisé pour aller défaire la contamination qui est dans le sol. Et après, il faut tester pour voir s'il y a une réussite au niveau du processus qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, dans les transactions immobilières, souvent, ça va être plus des contaminations classiques. Les sols, les envoyer dans un centre autorisé pour ramener des sols non contaminés sur site. Mais pour ce qui est de la décontamination in situ, ça dépend, comme j'ai dit, type de contamination, type de sol, délai aussi, mais c'est très intéressant pour des occupations. Par exemple, vous êtes dans du commercial industriel et votre client a de l'équipement lourd qu'on ne veut pas déplacer. Donc, quand on a du temps devant nous, c'est sûr que de décontaminer de façon in situ, ça peut permettre d'éviter d'avoir à relocaliser des machines d'un locataire ou même de prendre une partie de son occupation pour faire les travaux. Parce que les travaux, des fois, c'est de briser la dalle, supporter les murs de fondation. Donc, ça peut être intéressant dans ces cas-là. Également, quand on a des locataires, on est en résidentiel, on a un locataire qui loue le rez-de-chaussée du sous-sol et la décontamination, exemple, vise à démolir quasiment la moitié du sous-sol. Si c'est une contamination qui s'y prête, de pouvoir injecter et de faire ça sur quelques mois plutôt que de relocaliser un locataire à l'hôtel. Donc,
Ça peut être intéressant. Sachez que le in situ ne coûtera pas nécessairement moins cher que le ex situ. C'est des coûts qui vont se ressembler en général. Donc, c'est vraiment plus l'avantage est au niveau du fait d'éviter d'avoir à évincer quelqu'un, du moins partiellement, pour faire des travaux ou d'avoir des travaux invasifs là, qui font en sorte qu'on est obligé de nuire aux opérations dans le domaine commercial et industriel. Excellent. Hey, merci, merci de cette réponse exhaustive. J'espère que ça répond à ta question, JP. JP, tu es encore là? Oui, yes, merci, ça répond à la question. Yes. Good. Avant d'enchaîner avec Yacine, c'est une question à midi 18. Je vous rappelle que vous pouvez partager le live pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer à la fin du live. Et soyez présents la semaine prochaine, le 19 avril. On a Gilles Laferrière qui va nous parler de gestion immobilière et de régie du logement maintenant qui s'appelle le TAL. Aussi, on vous annonce qu'il y a un groupe qui a été formé pour les femmes. Ceux qui veulent aller joindre le groupe, évidemment, les femmes qui veulent joindre le groupe peuvent le faire. C'est sur Facebook. Donc, Sandra, si tu pourrais mettre le lien, s'il te plaît, ça serait apprécié. Et on lance un nouveau magazine au mois de septembre, donc le MAG du SIC pour ses 20 ans. Donc, le club a 20 ans cette année et on va lancer notre magazine. Donc, ceux qui sont intéressés à annoncer, qui ont des sujets évidemment relatifs à l'immobilier, qui veulent annoncer dans le magazine où on va rejoindre nos 65 000 fans Facebook, nos 35 000 membres, nos 6 000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn et Twitter et ainsi de suite. Donc, libre à vous de nous contacter là-dessus. Et voilà, donc on avait la question de Yacine qui demandait si on est contaminé sur le terrain du voisin. Donc, c'est le voisin qui nous contamine. Est-ce qu'on peut avoir un dédommagement, faire un recours? Donc, Nicolas, ancien avocat, pourrait sûrement nous répondre là-dessus. Hein? Donc, la réponse, c'est oui. La partie qui est des fois qui est pas évidente, c'est d'être capable de démontrer que ça vient du voisin. Donc, la question va être une question de prouver que la contamination vient du voisin. Dans certains cas, c'est plus facile que d'autres. Alors, un cas où c'est facile, c'est que s'il y a un voisin, puis on est dans l'exemple du réservoir d'huile, qui est souvent un exemple facile pour l'immobilier, pour les gens qui font tant du résidentiel que du commercial. Mais si j'ai un réservoir d'huile souterrain qui a coulé chez le voisin et qu'on n'en a jamais eu sur notre immeuble à nous, puis que le réservoir, soit il est encore là ou il n'est plus là, mais il était situé proche de la limite de l'eau de mon terrain à moi qui est contaminé maintenant, c'est plutôt facile. Ce qui arrive souvent, c'est que les propriétés qui ont été construites ont souvent été construites par le même contracteur sur une rue et les réservoirs d'huile, il y en a sur chaque propriété. Donc, la question devient, c'est quel réservoir d'huile qui est contaminé? Et c'est là qu'il peut y avoir des débats qui sont techniques parfois parce que de prouver d'où vient la contamination, c'est pas toujours facile. Mais oui, pour répondre simplement à la question, on a un recours pour poursuivre quelqu'un qui nous a contaminé clairement. Vérifier avec un avocat. Là. Moi, je ne sais plus, je ne faisais pas de litige non plus, mais clairement, si on est capable de démontrer un lien, on a un recours d'après moi. Mon Dieu, moi, j'ai perdu Nicolas. Non, vas-y, c'est bon, tout le monde est là. Good, Nicolas a disparu, ça a lagué. Yes. On doit avoir un problème sur les serveurs, mais bon, on s'en sort. Yes, Est-ce que vous avez entendu la réponse? Oui, tout était beau, Nicolas, merci. Good. Avant d'aller à la question de Mohamed, merci Christian Masson. Tu as mis un lien sur un article de 2014. Ça fait quand même un petit bout, mais j'imagine que l'information, le lien mène à la bonne information quand même. C'est sur les affaires. Donc, allez voir les amis à midi 22. Christian a mis une carte interactive. À savoir si c'est à jour, peut-être Nicolas pour nous en parler, mais merci beaucoup, Christian. Mohamed, une idée des prix, Nicolas, pour un 16 logements, pour une phase 1? OK. Chez nous, le prix pour une phase 1, c'est 1 375 plus taxes. Donc, qui est 16 portes, 20 portes, 30 portes, ça changera pas grand-chose au final chez nous. Ceci étant dit, ce que vous devez vérifier, une phase 1 là, en environnement, ça va à peu près de 1300 à 3000, 3500, tout dépendant des compagnies, pour un rapport qui va être essentiellement le même parce que c'est basé sur des standards CSA. Donc, ce qui est dans le rapport,
tout le monde fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses à aller vérifier, des organismes à contacter. Donc, les rapports essentiellement se ressemblent quand vous en regardez un d'une compagnie à une autre. Ce qui fait changer le coup, nous, on est une entreprise familiale, on a 15 personnes qui travaillent pour nous, c'est plus petit. Mais si vous allez chez des entreprises comme SNC-Lavalin ou WSP, la phase 1 va ressembler à ce qu'on va faire, mais va coûter plus cher à cause des coûts fixes. Donc, le délai présentement, en passant, c'est 3 à 4 semaines environ chez nous pour sortir un rapport phase 1. Quand ça va bien dans l'année, on sort ça à peu près en 2 semaines. Mais tu sais, une phase 1, ça ne se sort pas en 2 jours. Oubliez ça, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est les délais et les prix. OK, merci. Merci, Nicolas. On parle de phase 1, là, mais il y a quelqu'un qui pose la question. Une phase 2, c'est quoi la différence entre phase 1 et phase 2? Excellente question. Donc, peut-être juste un petit bémol sur la phase 1, quelque chose à regarder pour vos membres quand ils se renseignent sur des prix de phase 1, tant au niveau du délai que du prix, de demander si le prix est fixe. OK? Parce qu'il y a des concurrents qui vont dire mon prix, mettons, c'est 1400 $ pour une phase 1, mais demandez la question, est-ce que ce prix-là peut varier? Parce qu'il y a des organismes auprès desquels on va aller chercher de l'information, que quand il y a beaucoup d'informations sur un immeuble, il va y avoir des frais en extra. Donc, frais que moi, je ne chargerai pas. Alors, ceci, c'est intéressant à quand même à garder à l'esprit parce que 1400, on se dit, une fois qu'on sait que ça peut varier, ça peut varier de combien? OK, elle peut monter jusqu'à 2000 de phase 1. Fait qu'on est aussi bien d'y aller avec un prix fixe qu'on connaît d'avance parfois. Phase 1, phase 2. Très bonne question. Une phase 1, en fait, il n'y a pas de tests de sol qui sont pris lors d'une phase 1. Donc, une phase 1 en environnement, c'est une qu'on va faire. Donc, ça va remonter plusieurs dizaines d'années en arrière. On va vérifier des cartes, on va faire de l'inspection de bâtiments visuels sur place, on va aller visiter le site. Questionnaire au propriétaire. Donc, on va questionner le propriétaire. Ils ont-ils déjà rempli le site? Y a-t-il déjà eu un incident à saveur environnementale? Donc, pour un document qui va faire 80 à 400 pages environ et qui va conclure, est-ce qu'il y a des risques de contamination? Oui ou non. S'il n'y a pas de risque, ça se termine là. S'il y a des risques, il peut y en avoir de 1 à plusieurs. Mais là, on va recommander une phase 2 pour aller vérifier si chacun des risques identifiés dans la phase 1 ont contaminé ou non l'immeuble. Donc, c'est ça la phase 2. La phase 2, c'est l'étape des tests de sol. Puis, s'il n'y a pas eu de phase 1, si on s'en va direct au test de sol, parce que vous savez, c'est un bungalow, il y a un réservoir d'huile, vous voulez juste savoir si ça a contaminé le sol, ça s'appellera pas une phase 2 parce qu'il n'y a jamais eu de phase 1. Ça va s'appeler une caractérisation environnementale de sol. On s'en va directement au test de sol. On ne fait pas de phase 1. Donc ça peut être fait également. Une phase 3? Phase 3, réhabilitation de sol. Donc, phase 3, c'est la partie des contaminations. Donc, il y en a qui vont appeler ça une phase 4, la réhabilitation. Donc, la décontamination, il y en a qui vont appeler ça une phase 4. Parce qu'il faut savoir, une fois qu'on est venu faire les tests, okay, quand on fait, mettons, il y a une phase 1, avec des risques. On fait une phase 2, on va prendre des forages, puis c'est contaminé. Une fois sur 2, il va falloir revenir prendre d'autres forages. Ça s'appelle pour nous une phase 2 complémentaire. C'est quoi le but de ça? C'est que là, maintenant qu'on sait que c'est contaminé, la question du client, c'est combien ça va coûter. Mais dans un cas sur 2, il faut aller reprendre des forages un peu plus éloignés pour cibler l'étendue, tant en horizon qu'en vertical. Donc, de gauche à droite, ça va où? Puis en profondeur, ça va jusqu'à où? C'est la phase 2 complémentaire. Il y en a certaines entreprises qui appellent ça une phase 3. Donc, eux, quand ils tombent à la décontamination, ils appellent ça une phase 4. Donc, vous allez voir les deux vocables dans le domaine. Vous allez voir des gens qui appellent la décontamination une phase 4, puis nous, chez nous, ça s'appelle une phase 3. Donc, il n'y a pas de phase 5. Excellent. Phase 5? Non, ça n'existe pas. Good. Excellent. On poursuit avec les questions. On a une question de Marc-André Bernier qu'on salue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, évidemment, Marc-André qui s'envoie en l'air assez souvent pendant les temps qui courent. Fait son cours de pilotage, je crois, de ce que je peux voir passer dans Facebook. Donc, Marc-André, salut les gars. Est-ce qu'il y aura un registre public des tests de sol effectués? Donc, pas les sols contaminés, mais les sols effectués. Est-ce que vous êtes obligé de rapporter ça quelque part? On a fait un test de sol à telle place? Non, en fait, tous nos rapports sont confidentiels. Donc, les gens, des fois, ils rentrent au bureau et ils chuchotent, ils ont peur que ça se répande, il n'y a pas de ça. En fait, qu'on soit en amiante, en pyrite, en environnement, c'est des tests qui sont vraiment confidentiels dans le sens que c'est que le client qui paye, à moins qu'il nous autorise à envoyer ça des fois à son courtier. Parce que des fois, ils savent que les transactions vont aller vite, les clients nous autorisent à envoyer ça au courtier. Mais on n'envoie pas ça, qu'il n'y a pas de registre
malheureusement, qui tient état des tests qui ont été effectués sur un immeuble donné. Ça n'existe pas. Je sais que ça existe ailleurs dans le monde. Je pense qu'en France, ils ont même des registres. Il y a des tests qui sont effectués qui sont disponibles sur site. On n'a pas ça au Québec. La seule fois où on envoie des tests environnementaux au gouvernement, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle une loi 72. En fait, ça, c'est un cas particulier en environnement où quand on a une activité à risque, on appelle ça une activité désignée. L'exemple typique, c'est une station d'essence. Okay? Quand une station d'essence va cesser ses activités, ils doivent produire une phase 1, une phase 2 et une étude hydrogéologique. Donc, c'est les eaux souterraines. Et les trois doivent être envoyés au ministère de l'Environnement. Et si c'est contaminé, on doit faire approuver un plan de réhabilitation auprès du gouvernement. Donc, c'est dans ces cas-là. On ne fait pas ça, nous, tout seuls, en catimini. On avertit le client. On leur dit que ça doit être fait. S'ils veulent le faire eux-mêmes, ils peuvent le faire eux-mêmes. On peut les assister. Ou sinon, on peut le faire, nous, en leur compagnie. Mais on ne fera pas ça sans qu'ils sachent. Intéressant. Good. Merci Nicolas. Tu es en train de lire la prochaine question et tout ça, puis préparer la prochaine intervention. Ben, j'ai une question, moi, en attendant, Yvan, si tu veux. Ouais. Là, je suis curieux, on enseigne dans IMO 101 les différentes sources de prospection possibles. Est-ce que tu as vu des transactions tomber dues à des tests de sol qui étaient contaminés? Est-ce que tu as vu ça? Oui. Oh, il y a des gens qui se retirent quand ils voient l'ampleur des travaux qu'est-ce que ça peut représenter parce que il y a des vendeurs, je pense à un terrain qui est un terrain qu'on a regardé lors d'une phase 1 il y a quelques mois. C'est un terrain où il y a une traque de chemin de fer qui passe par là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un terminal pétrolier de chemin de fer. Donc, il y avait des réservoirs géants pour le pétrole, pour les chemins de fer. Donc, tu sais, la phase 2, là-bas, là, elle va être importante. C'est un cas de loi 72 ou un terminal pétrolier comme ça nécessite de produire des études au gouvernement. Les vendeurs de la vieille école, là, qui dans leur temps, il n'y avait pas de test immobilier, ils veulent pas payer pour ça. Des fois, ils sont comme... Les acheteurs se débrouillent avec leurs tests. Moi, je faisais pas ça dans mon temps. Mon prix, c'est mon prix, puis payez ce que vous avez à payer. Donc, vous pouvez imaginer qu'un acheteur qui arrive là, puis qui se dit, oh, boy, j'ai 15 000 $ de phase 2 à mettre, puis je sais même pas qu'est-ce que je vais trouver, ça peut en refroidir certains. Donc, oui, il y a des gens, des fois, qui arrêtent à un moment donné, parce que ça devient une négociation entre qui paye quoi. Je comprends. Mais en fait, je vais étendre encore plus ma question à l'autre niveau. C'est-à-dire, est-ce que c'est déjà arrivé que la transaction tombe puis qu'une société de phase environnementale, en fait, recommande certains acheteurs qui sont habitués à faire des réhabilitations? C'est-à-dire, la personne veut vendre, il y a une contamination, l'acheteur se désiste. Est-ce que ça se fait comme référence? Juste curieux, parce que dans IMO 101, on cherche des sources de transactions, évidemment, qui échouent. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de recommander possiblement à un autre acheteur qui est habitué de faire ce genre de décontamination-là? Moi, je l'ai fait. C'est délicat parce que moi, je suis pas impliqué. Donc, quand c'est arrivé, je pense à ce terrain-là en particulier. Tu sais, je veux dire, il y a eu quelques acheteurs qui sont venus le voir. À un moment donné, j'ai dit au courtier, qui est un courtier super sympathique que je connais bien, j'ai dit, écoutez, je peux vous mettre en connexion avec des gens qui font de l'immobilier. J'ai dit, je vais leur donner les coordonnées, je vais leur dire que ça existe, mais tu sais, je veux juste que vous sachiez, je fais pas d'investissement, j'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai fait de l'immobilier dans le temps, mais maintenant, j'ai des compagnies à m'occuper, je m'occupe pas de ça. Mais oui, c'est arrivé que je recommande des gens qui sont habitués de faire des gros projets parce que des projets comme celui dont je vous parle, il y a de l'argent à mettre sur la table avant de pouvoir commencer la construction. Intéressant. J'étais juste curieux. Fait qu'Yvan, on va pouvoir ajouter ça dans IMO 101, les compagnies de phase environnementale, dans le pipeline des gens, savoir qu'on est intéressé à faire ça. Parce que c'est sûr que, en tout cas, moi, particulièrement, j'ai aimé ça. Du moins, dans 2 ou 3 transactions, c'est sûr que ça l'aide les acheteurs, hein, parce qu'il y a un risque associé à la propriété, donc négociation de prix, donc, etc. Donc, ça peut être effectivement utile. Vous savez comme moi, tu sais, des gens accrochent, il y en a dans tous les domaines. C'est pour ça, moi, je pensais que je mets des gants blancs quand je me retrouve dans cette situation-là, parce que c'est quand même moi qui ai fait les études. Je comprends. Je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui a sorti des résultats bizarres pour recommander quelqu'un que je connais. Tu sais, absolument, je comprends. Mais il y en a des pas bons, il y en a partout. Des médecins pas bons, il y en a, des policiers pas bons, des avocats. Donc,
c'est délicat comme sujet, mais oui, ça peut être une opportunité de voir ça comme ça, parce que des gens qui sont sophistiqués, qui sont capables de dealer avec la contamination de sol, faut avoir quand même les nerfs solides puis un fond de roulement qui est là. Je comprends. Parce que ça est déjà revenu aussi dans les sujets, puis tu sais, ça semble multitest, ça semble Internet, mais tu parlais de gens qui sont malhonnêtes, là, parce que c'est souvent revenu sur le sujet avec les investisseurs que vous êtes responsable de la phase 1, mais s'il y a un risque, vous recommandez une phase 2 que vous effectuez. Donc, vous êtes pourvoyeur de travail à même votre... Donc, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si c'était quelque chose à... Une histoire quelque chose à rajouter. Ça me fait sourire parce que je peux comprendre et souvent, les gens pensent ça, des entreprises comme nous, nos phases 1 sont quand même... On est compétitifs. Ça fait 22 ans. Nous, on est là parce qu'on a été des transactions immobilières dès le début. Donc, on sait qu'il faut être à bas prix. On n'est pas nécessairement les plus bas tout le temps, mais il faut être à prix compétitif puis il faut être vite. Okay? Donc, souvent, les gens ils disent, OK, ouais, ta phase 1 est pas chère, mais c'est parce que tu m'en vas en phase 2, c'est sûr. La réponse, là, c'est que dans une phase 1, moi, je m'assure que les risques sont clairs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une preuve. Il va falloir que j'aie une photo aérienne, exemple, qui démontre qu'il y avait un bâtiment dans le cours avant qui n'existe plus. Il va falloir que j'aille des preuves, comme il y a des patchs de ciment, ces murs, qui clairement pour nous dénotent qu'il y avait un tuyau d'évent et de remplissage d'un réservoir d'huile qui n'est plus là aujourd'hui. Donc, tu sais, il faut démontrer à la personne que on va là avec un raisonnement logique. On s'en va pas là en inventant des risques. Donc, oui, je peux comprendre que certaines personnes pensent ça, mais tu sais, je vous dirais, j'ai pas de statistiques précises, mais il y a à peu près quoi? À peu près une phase 1 sur 2 qu'il n'y a pas de risque, que ça n'en va pas en phase 2. Donc, c'est pas automatique, autrement dit. Nicolas, j'aimerais ça. Yvan, tu peux-tu montrer l'eau que tu bois? Moi, j'aimerais ça peut-être faire un test, Yvan, peut-être un test environnemental sur l'eau de Yvan. Je pense que définitivement, ça ne passerait pas phase 1, phase 2, cette eau-là. C'est du scope. Il y aurait des tests à faire. En tout cas, l'eau à Vaudreuil est plus claire. Je veux juste dire. Tu vois, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait aussi bonne qualité que celle-là. Tu vois, aussi, regarde. Midi 45, les amis, ça file vite. On arrive dans le dernier segment. On vous rappelle, les gens en ligne, de partager le live pour courir la chance de gagner un des 3 prix qu'on fait tirer bientôt. Donc, 250 $ de rabais sur le coaching, formation, les partenariats qui ont lieu mercredi avec Maître Richard Damour, 14 avril, et reprise bancaire le 15 avril également avec Richard Damour. On vous invite également à être là le 20 avril prochain pour l'événement de réseautage virtuel. Donc, on va avoir des salons thématiques comme à chaque fois. Là, vous allez pouvoir choisir les salons dans lesquels vous allez vouloir en apprendre et échanger avec d'autres participants. Puis, évidemment, ces salons-là sont modérés par des coachs au club et des membres corporatifs qui connaissent évidemment leur sujet. Gilles Sauvé à 12h33, pour faire un lien, tantôt si tu parlais des réservoirs de mazout, là, puis les patchs et tout ça, s'il y a un système de chauffage au mazout et de remblai, est-ce nécessaire de faire une phase 1 ou on peut aller tout de suite en phase 2 vu qu'on sait pas mal qu'il y aurait un risque de contamination? Nicolas? Question souvent posée par des gens justement qui ont l'habitude de faire des transactions et veulent sauver du temps. Je comprends la question. Quand on sait qu'une phase 1 va être nécessaire, pas plus tard que ce matin, je parlais de ça avec un client. Il s'apprête à acheter un voisin qui est un garage mécanique. Garage mécanique, là, c'est quasiment certain qu'on s'en va en phase 2. Des vérins hydrauliques qui rentrent dans le sol, des séparateurs d'huile, des drains, des fois une chambre à peinture. Donc là, le client me dit, pourquoi on ne fait pas les tests de sol tout de suite? Pourquoi? 2 choses. Premièrement, la banque qui va financer la transaction va exiger une phase 1. Même si vous faites les tests, parce que les tests de sol qu'on pourra les faire directement, on pourrait aller les faire pour des risques qui sont évidents. Donc, des risques qu'on connaît. Mettons, il y a des vérins, des lifts hydrauliques qui rentrent dans le sol, il y a une chambre à peinture. On pourrait aller faire les tests juste pour ça. La chose, c'est que dans la phase 1, ça se peut qu'il y ait des risques autres qui apparaissent. Puis la phase 1 prenant 3 à 4 semaines, même si dans ce délai-là, j'avais eu le temps de venir faire des tests et de sortir des résultats. Le problème, c'est que quand je vais sortir ma phase 1, ça se peut que j'ai 2 autres risques qui sortent. Exemple. Donc, un terrain contaminé sur la limite du lot, une information comme quoi il y avait un bâtiment qui était construit autrefois ailleurs sur le site. Donc, ça se peut que j'ai des risques autres qui sortent dans ma conclusion de phase
Donc, souvent, les gens, ils font ça, moi je dis, on fait les choses à reculons. C'est-à-dire, on a commencé par les tests pour aller vite, puis au final, la phase 1 nous dénote qu'il y a d'autres risques. Donc, ça veut dire qu'il faut aller 2 fois faire des visites de site pour prendre les forages en 2 étapes. Mobiliser, démobiliser l'équipement, on vient d'augmenter les coûts. Donc, les choses coûtent plus cher. Oui, ça va arriver que les risques qu'on voyait, c'était les seuls risques. Tant mieux, le client a sauvé du temps dans ce cas-là. Mais la phase 1, dans les cas où c'est du 7 et plus, semi-commercial, commercial, industriel, elle va être demandée. Donc, c'est vraiment important quand vous faites des transactions de questionner votre directeur financier. Je veux avoir besoin d'une phase 1 ou non? Je veux savoir tout de suite parce que ça ne se fait pas 2 jours avant de closer une phase 1. Parfait, Yvan. Avais-tu une autre question dans le pipeline pour Nicolas? Il y avait une question, si vous me permettez, de Yacine Gargouri qui demandait depuis quand la loi oblige les stations d'essence, entre autres, à produire des études au gouvernement quand ils cessent leurs activités. En fait, cette loi-là date de 2003. Puis c'est pour ça que ces cas-là, on les appelle les cas de loi 72, parce que le projet de loi qui avait modifié la loi sur la qualité de l'environnement en 2003 s'appelait le projet de loi 72. En fait, ça date de cette année-là. C'est dans le règlement sur la protection et la réhabilitation des qu'on retrouve à l'annexe 3. Donc, c'est gratuit. Là, vous allez sur Internet, vous marquez annexe 3, règlement, protection et réhabilitation des forêts. Vous allez voir l'annexe qui fait à peu près 3-4 pages de toutes les activités désignées. Dans le fond, là, les activités à risque qui nous obligent à produire des études au gouvernement, c'est tout ce qui concerne les produits chimiques, les produits qui pourraient affecter l'environnement. Stations-service, l'usinage de métal, des fabrications de produits à base de colle, des fabrications de peinture, les garages mécaniques, mais seulement ceux qui sont sur des concessionnaires automobiles. Donc, un garage mécanique qui n'a pas de pompe à essence n'est pas dans les activités désignées, mais un garage mécanique qui est dans un concessionnaire automobile va l'être. Donc, c'est dans ça qu'on retrouve les activités désignées. Good. Hey Nicolas, question aussi qui va un peu là-dessus sur la règle des stations-service. Depuis quand dans le multilogement? On est obligé de le faire, disons, à la SCHL et recommandé de faire pour les banques? Ça date de quand, cette règle-là? Dur à dire. Moi, j'ai commencé ici chez Multitest en 2013. C'était déjà automatique, pas mal sur du 6 et plus. Là, je dis 7 parce que la SCHL, eux autres, c'est 7 le target, mais sachez que c'est par banque. Hein. Les banques ont des exigences qui sont pas les mêmes d'une banque à l'autre. Mais dites-vous, là, à peu près, nous, sur nos fiches de rendez-vous, dès qu'on a du 6 logements inclus, l'appel est passé à un chargé de projet, comme moi ou un des 4 autres chargés de projet dans l'équipe, pour qu'on aborde cette question-là avec le client, pour les conscientiser d'avance. Écoutez, je vois qu'il y a un courtier, vous faites une transaction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé d'une phase 1? C'est pas, oui, on le fait, puis c'est pas pour vous la vendre maintenant, c'est juste pour bien préparer vos délais, parce que ça se fait pas en 2 jours. Donc, vérifiez avec votre banquier, si c'est l'acheteur, sinon c'est le vendeur de leur dire, assurez-vous que vous n'aurez pas besoin de ça à la dernière minute. Mais pour moi, depuis 2013, c'est demandé. Et souvent, l'autre question qui est posée par rapport à ça, c'est combien de temps est-ce valide? Donc, on fait une phase 1, puis ça, c'est de banque en banque, encore une fois, mais on voit que des phases 1, ça peut être aussi court qu'1 an si les activités qui se sont poursuivies, s'il y a une phase 1 il y a 1 an, mais que les activités qui ont lieu sur un site, c'est des activités risquées. Je donne un exemple. Supposons qu'on a fait une phase 1 sur une station d'essence il y a 1 an et qu'elle est revendue. Ça se peut qu'une phase 1 soit redemandée 1 an plus tard. Mais normalement, on voit quelque chose qui varie entre 1 et 5 ans environ. Les banques vont demander qu'une nouvelle phase 1 soit effectuée. Excellent. Nicolas, on va fermer bientôt la présentation. J'ai une question de mon cru. Il y a peut-être des gens qui ont fait faire des phases environnementales ou sont en processus de faire des phases environnementales avec d'autres firmes parce qu'ils n'ont pas découvert à temps. Est-ce que vous faites de la consultation pour expliquer, mettons, donner une contre-expertise ou une opinion? Parce que souvent, les gens vont aller comme ils vont aller voir la conclusion tout de suite, puis ils ne veulent pas voir le rapport, on va s'en voir la conclusion, mais peut-être des choses importantes quand même dans le rapport. Puis que, Oui, on fait ça. Si jamais les gens ont besoin d'aide, on n'est pas là pour charger, mais on a comme tout le monde, notre journée à le temps d'heure, des fois on aimerait en avoir plus,
Mais c'est sûr que si ça dépasse une demi-heure, normalement, là, entre 5, 15, 20 minutes au téléphone, même si vous m'envoyez un rapport de la concurrence, si on peut regarder dedans et vous dire attention à ça, on va le faire. Mais si on est rendu qu'il faut lire un rapport en entier, que les gens veulent vraiment une opinion, leur dire si ça a été bien fait ou non, dès qu'on dépasse à peu près la demi-heure, on peut charger à l'heure pour reviser des rapports et donner notre point de vue au client. C'est des choses qu'on fait, effectivement. OK, merci. Excellent. Good. Donc, on est rendu à l'annonce des gagnants pour ceux qui ont partagé. Merci ceux qui l'ont fait. C'est très apprécié. Donc, gagnant de la formation des partenariats qui a lieu mercredi. Donc, Rima Jabour, félicitations. Ensuite, le cours de reprise bancaire qui a lieu jeudi, c'est Amel Gwendouz, félicitations. Et le 250 $ de rabais pour le coaching régulier. Si jamais vous êtes vous gagnez, vous avez déjà fait le coaching régulier, ben, vous l'appliquerez sur le coaching avancé. Donc, c'est Éric Rondeau qui se mérite 250 $ de rabais. Donc, félicitations aux gagnants, gagnantes. Et voilà, donc, peut-être pour un petit mot de la fin, Nicolas, avant qu'on quitte. Oui, ben, tout d'abord, merci des excellentes questions. Mot de la fin. Comme je vous ai dit au départ, là, gênez pas pour nous appeler. On est vraiment là pour vous aider. Vous voyez pas ça comme une entreprise. On ne fait pas juste vendre nos services. On est là pour vous offrir des conseils. Donc, vraiment, là, ça va nous faire plaisir. Puis, oui, soyez prudents. En matière environnementale, en fait, on souhaite toujours de ne pas retourner sur une propriété. On aime bien mieux annoncer des résultats intéressants que des résultats qui ne sont pas intéressants. Mais oui, la responsabilité peut être grande parce qu'elle est dure à calculer à l'avance. Donc, c'est un réservoir souterrain qui a fui dans le sol. Il peut avoir fui pendant des années. Lui, c'est pas s'il va fuir un jour, c'est quand. Il y a une durée de vie utile. À un moment donné, il perce puis il coule. Donc, c'est la même chose. Même quand il est hors sol, souvent, il y a une ligne d'alimentation qui passe en dessous de la dalle de béton. Cette ligne-là, si elle a fui pendant un temps, ça peut être long. Donc, ça vaut la peine. Oui, c'est de l'argent qu'il faut investir à l'avance, mais c'est pour calculer le risque ou pas avoir de mauvaises surprises. C'est quelque chose quand même qui vaut la peine de faire, d'après moi. Excellent. Hey, merci Nicolas pour ton temps ce midi. Merci pour ta générosité aussi. Très apprécié. Jean-Philippe qui va être seul à bord la semaine prochaine avec Gilles Laferrière pour gérer tout ça. Moi, je serai en examen RBQ. Donc, Jean-Philippe, un petit mot de la fin? Yes, ben merci Nicolas. Évidemment, sans plugger nécessairement, je sais qu'on fait affaire sur plusieurs dossiers. On a fait affaire toutes les phases environnementales, on passe par vous. Fait que c'est toujours un service extrêmement professionnel. Donc, ça me fait plaisir de le dire, ça me fait plaisir de le recommander. Donc, toujours un service impeccable, toujours triple A. Donc, merci beaucoup. Super le fun de t'entendre aussi. C'est le fun, des fois on se parle au téléphone, mais on ne se pose pas des questions. Donc, c'est le fun d'ajouter ça. Puis évidemment, toujours un plaisir de participer à ce 64e événement qui a eu quelques bloopers, mais bon, on a réussi à retrouver la piste de la bonne présentation. Voilà. D'ailleurs, on pourrait faire une compilation de bloopers peut-être, mais ça serait quand même du stock à aller chercher tout ça. Je pense que dans chaque QR, on peut aller chercher un petit quelque chose. Merci tout le monde. Merci JP, merci Nicolas, merci d'avoir été là en si grand nombre. En si grand nombre, il n'y avait pas autant de monde que d'habitude, mais quand même, c'est une belle audience. On est monté à 130 à un moment donné. Merci de votre patience avec les petits bugs techniques qu'on a eus. C'était pas de notre faute, mais on s'excuse. Et on se revoit pour vous et Jean-Philippe la semaine prochaine, le 19 avril. Ne manquez pas également le réseautage virtuel le 20 avril prochain. Et sur ça, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bonne journée.